Bienvenue sur le podcast de la TOC. Aujourd'hui, c'est rencontre avec Nadia Samut, celle qui a inventé la panification libre de produits allergènes. Alexis Valois est allé à sa rencontre pour en savoir plus. C'est parti. Nadia Samut, bonjour. Où sommes-nous ici ? On est exactement entre Lourmarin et Cadenet, à 2 km entre les deux villages. Et on est à l'Auberge La Fenière, qui est un établissement qui a appartenu à ma famille et qui appartient à ma famille depuis 46 ans. Au départ, initié dans le village de Lourmarin, puis venu ici dans la campagne. Donc on est sur une propriété qui fait 7 hectares et demi d'oliviers et de nature. Et puis ici, on a un hôtel de 12 chambres, un restaurant gastronomique étoilé et un bistrot. Voilà. Qu'est-ce que vous avez souhaité créer qui vous soit propre dans ce lieu ? Ici, je suis venue déjà avec un ancrage assez incroyable, c'est que je suis née à Lourmarin. Donc pour moi, même si j'ai voyagé toute ma vie et que j'ai vécu beaucoup à l'étranger pour mes études ou pour y travailler, quand j'ai décidé d'y revenir, c'est parce que pour moi, c'était toute ma source d'inspiration et ma volonté aussi d'agir sur un territoire agricole fondamental à la vie. Donc je me sens complètement partie de la filière et partie prenante en tout cas, et je me devais de venir conserver un lieu que mes parents avaient créé et ma grand-mère anciennement, et surtout participer vraiment à cet écosystème de l'alimentation qui part de la semence au mangeur, mais en étant là peut-être pour en plus le raconter. Et vos entreprises, comment s'appellent-elles ? Alors j'ai Commensal, qui est ma meunerie, boulangerie, pâtisserie, qui se trouve aujourd'hui sur le mine de Cavaillon, où là-bas j'ai une dizaine de collaborateurs actuellement qui travaillent, qui produisent et tout ça. Et puis ici j'ai la SARL La Table de Rennes, qui est la Fenière en fait. Pendant 8 ans, une journée type, c'était de tout construire. Donc j'ai construit une philosophie, une légitimité, des entreprises, et une transmission familiale. Donc je n'avais pas de vie, mais si c'était celle-là. Donc je me levais plutôt vers 5 heures et je me couchais vers 2 heures. Donc c'est une vie que peut-être peu de gens peuvent supporter. Mais moi je sortais d'un problème de santé assez lourd où j'ai passé 2 ans à l'IT. Donc en sortant de ça, en fait, on n'a plus le même nombre d'heures de vie et de jours parce qu'on a un peu peur aussi que tout s'arrête d'un coup. Donc en gros, j'ai pas senti le truc, mais je viens de passer de mes 30 à 40 ans dans ce tunnel. Et là, aujourd'hui, j'en suis complètement sortie et je travaille avec une 50aine de personnes à mes côtés qui m'ont rejoint. Donc en fait, ces 10 ans ont servi à créer ce monde au goût meilleur. Donc aujourd'hui, ma journée, elle est beaucoup plus calme qu'avant. Et je passe beaucoup de temps à rechercher en cuisine et beaucoup de temps à transmettre. Et ça, c'était mon rêve. Donc aujourd'hui, disons que je commence à 7h30 du mat. Et puis, je suis entrepreneur, donc j'enchaîne quand même le contrôle de mes entreprises. Et derrière, je passe du temps entre le côté agricole et le côté culinaire. Et puis, je garde un temps important qui me touche pour tout ce que je fais de philanthropie. Et pour ça, j'ai créé une fondation qui s'appelle Vie, voilà, sur l'agriculture, l'alimentation et la santé. Vous militez pour une cuisine délicieuse, sans composants allergènes, sans lactose, sans gluten. Et en boulangerie également, comment fabrique-t-on un pain gourmand sans le blé ? Effectivement, je milite pour une cuisine joyeuse et vertueuse et délicieuse. C'est très important pour moi, cette notion de gourmandise, cette notion aussi finalement de cœur que l'on met dedans et de partage. Donc je suis toujours allée chercher ce qui faisait du bien aux autres et ce qui leur mettait finalement un joli sourire. Et souvent la cuisine est saturée, on est là dans trop de sucre ou trop de sel, et on sait très bien comment on touche le cerveau de cette façon-là. Et moi, j'ai enlevé justement ça sans l'enlever, mais en le rendant plus harmonieux. J'ai essayé d'aller chercher, je dis toujours des tonalités. J'ai l'impression de faire de la musique, moi, quand je cuisine ou quand je panifie d'ailleurs. Et le pain est arrivé comme l'élément principal au départ de mon travail culinaire, puisque j'étais pas du tout chef de cuisine. D'ailleurs, aujourd'hui, je dis que je suis plus nourricière que chef. Mais je suis allée chercher en fait l'origine de la panification tout d'abord. Et je me suis rendu compte que historiquement, dans l'Égypte ancienne ou autre, on travaillait les graines, le blé ancien qu'on écrasait. Ensuite, on a fait des galettes avec des graines. Puis après, c'est devenu de la farine. Et puis, dans différents pays, on n'avait pas toujours les mêmes choses. Et puis finalement, au début, il n'y avait pas beaucoup de gluten dans ce triticum. Donc, on avait des pains qui ne levaient pas forcément.
Et puis, je me suis dit, bah, alors comment ils ont fait? Donc, en Égypte, ils le moulaient dans des espèces de pots en terre cuite quelque part. Et du coup, c'était des pains qui étaient plus liquides. Et moi, je me suis dit, bon, ok, on me dit que ma farine n'est pas panifiable. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça a été mon premier point. Et en fait, je me suis dit, ben moi, pour le rendre panifiable, déjà, qu'est-ce que je veux? Est-ce que ma galette serait un pain pour moi? Est-ce que j'ai envie de substituer quelque chose effectivement pour faire une baguette parce que ça va rassurer tout le monde? Ben non, pas du tout. Moi, j'ai tout remis en question et je me suis dit quel goût j'ai envie de faire passer. Et le premier goût qui est arrivé dans ma tête, c'était celui de la terre. C'était par exemple un pois chiche. Pourquoi ne peut-il pas être sublimé dans un pain? Un riz, comment va-t-il devenir la structure de base de mon univers de panification? Et puis finalement, le maillage et le réseau, ce dont on parle beaucoup en panification, comment vais-je l'amener en fait? Je me suis rendu compte que je pouvais l'amener de différentes façons, évidemment. J'avais pas envie d'amener des choses qui venaient de trop loin quand même. Mais bon, il y a certaines fois, il y a des choses qu'on ne peut pas avoir sur notre sol encore. Et donc, notamment le psyllium, dont je vais parler, qui est une extraction végétale du plantain d'Inde, qui nous permet d'avoir un mucilage naturel et qui donc crée le maillage, le réseau. Mais là encore, il faut savoir l'utiliser avec parcimonie, parce qu'à la base, c'est quand même quelque chose qui vient recouvrir les villosités intestinales pour avoir une digestion plus confortable. Et si on en met trop, c'est compliqué. Je suis chimiste de formation et j'ai créé un univers que j'ai appelé la panification libre, qui n'était pas une substitution et qui ne critique pas ce qui se fait au blé, parce que je ne critique rien, au contraire, moi je m'en inspire. Comment vous transformez les ingrédients pour les rendre gourmands, pour qu'il y ait de la texture aussi? Est-ce que la torréfication, par exemple, de la farine de pois chiche, que certains utilisent aujourd'hui, est-ce que c'est des choses que vous avez expérimentées? Alors, j'expérimente vraiment beaucoup de choses. J'ai la chance ici d'être un laboratoire de recherche permanent. J'ai aussi ma fabrique, donc j'ai un atelier assez grand qui me permet de faire ça. Et donc, on va revenir au départ, j'ai un moulin. J'écrase toutes mes farines, donc de la farine de pois chiche, de châtaigne, de riz et de sarrasin aujourd'hui. Et puis maintenant, j'ai lancé un travail sur une filière de sorgho. Donc, je vais l'écraser à partir de ma prochaine production que je fais avec le lycée agricole de l'Île-sur-la-Sorgue et Avignon, Pétrarque. Et donc, j'ai fait le pois chiche avec eux. Donc, on a fait par exemple 7 tonnes de pois chiches en bio, puisque j'ai accompagné la conversion des sols. Et dans ce travail, il y a tout qui m'intéresse. Il y a d'abord la formation de ces agriculteurs. Et puis après, il y a la production du pois chiche, évidemment. Et puis derrière, il y a comment je vais l'écraser, parce que je fais une mouture qui est assez particulière. Donc j'écrase sur meule de pierre, à froid. J'essaye de ne pas avoir de massification, entre guillemets, de ma farine, puisque le pois chiche garde une certaine humidité. Et quand on va l'écraser, tout de suite, ça va faire des agglomérats. Et puis derrière, en fait, je vais aller chercher l'intérêt, et d'abord son goût. Moi, je parle beaucoup comme en parfumerie de notes de tête, de cœur et de fond. Le pois chiche, il apporte la note de tête. C'est une note qu'on va avoir en goût, avec une super belle longueur, mais en cœur et en fond, on a d'autres choses. Alors, on va l'utiliser peut-être à 20% de l'ensemble des farines. Mais il va apporter, au-delà de son goût, il va aussi apporter peut-être un certain amalgame, parce qu'on voit très bien que si on met du pois chiche avec de l'eau, on va avoir quelque chose d'assez compact. Et puis, derrière, je vais venir travailler le riz, le sarrasin, et surtout, en fait, le truc, c'est le levain, qui va venir apporter, je dis toujours, le cœur dans la vie, qui va faire battre le cœur de notre pain. Et à ce moment-là, tout va se développer. Et donc, mon travail à moi, c'est de savoir faire les équilibres. Et là-dessus, j'y travaille depuis 10 ans. Et je suis assez passionnée, justement, de comprendre l'élément avec lequel je vais travailler et d'aller lui chercher toutes les manières de le sublimer. Donc, par exemple, une farine de pois chiche, je vais pouvoir faire une focaccia assez légère, moelleuse. L'huile d'olive et le pois chiche, c'est extraordinaire. Puis derrière, je vais aller plutôt le travailler sur un graissin avec un côté croustillant. Mais là, je vais utiliser la semoule de pois chiche que je trouve assez intéressante et qui va apporter un jeu un peu plus fort, le joli côté croustillant avec le riz. Et puis après, moi, je vais utiliser le pois chiche. Par exemple, je fais du tofu de pois chiche et je l'utilise dans ma pâtisserie. Donc là, encore, vraiment, mon travail et celui de ma transmission auprès des boulangers, des pâtissiers, c'est pas du tout de dire « ouais, c'est mieux comme ça » ou « voilà, on substitue ça ». Pas du tout. C'est de donner cette connaissance et cette libre expression de ce qu'on peut avoir sur l'élément. Et j'adore la châtaigne aussi. Je fais un pain à la farine de châtaigne, riz de Camargue et sarrasin. J'utilise peu de fécule et tout ça parce que je pense qu'on peut travailler les pains différemment. Après, ça dépend du moelleux et de la souplesse, mais on sait que de toute façon, avec le levain et selon le temps de pousse, cette fécule sera mangée par le levain
Et donc, on aura un côté très digeste de ce pain. Donc, il faut savoir aussi doser les choses et puis comprendre ce qu'on veut avoir. Est-ce qu'on veut un pain demi-moelleux? Est-ce qu'on veut un pain plus sec, plus racé, plus fort, avec un levain un peu plus acidulé? On peut choisir. Et là, vraiment, c'est un univers qui s'ouvre à nous. Les levains, comment les travaillez-vous? À partir de quelles céréales? Alors, moi, je travaille un levain de sarrasin et riz qui est très stable, qui s'élève très très bien. Alors, parce que je transmets ça et que je travaille avec une équipe, je ne fais pas plusieurs levains volontairement. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même une obligation de servir nos clients et faire des erreurs, c'est plus difficile. En revanche, moi, je travaille un levain aussi de pois chiches pour faire des galettes, parce que j'aime ce côté-là. Puis la fermentation permet aussi la digestibilité des aliments. Donc, et je faisais aussi un levain avec un petit pourcentage de châtaigne. Mais ce sont des levains qui vont très vite, puisque la légumineuse ou le fruit sec ou des choses comme ça se fermentent très rapidement. Ce sont des pains que l'on prépare en combien de temps, du coup, si la fermentation est très rapide? Alors, on peut avoir des pains qu'on va fabriquer en 3-4 heures, parce qu'on ne va pas avoir des pousses trop longues. Et puis j'ai des pains que je peux laisser une nuit entière. Mes pains de mie, je fais une nuit entière. Ouais. Après, ça dépend de la vie de notre levain. Mais moi, mon levain s'appelle Jean-Pierre. Et j'en offre à tous les participants de mes classes de cuisine. Parce que le samedi matin, je donne des cours de panification. Et j'adore parce qu'en fait, les gens derrière m'appellent et on a un fil conducteur là-dessus. Et je vois complètement l'évolution de leur univers de panification grâce à ça. Alors au début, les gens arrivent déjà souvent apeurés ou ils ont essayé 1000 fois leur pain et ils ont raté. Et puis derrière aussi, ils sont un peu cloisonnés. Ils se disent « mais oui, mais je voudrais faire une baguette, mais je ne sais pas, ça ne marche pas, etc. » Et moi, en fait, mon travail, c'est un peu comme en EMDR, c'est d'enlever l'image pour venir apporter un ensemble d'images positives, c'est-à-dire que tous les essais ne sont pas des mauvais essais, toute l'exploration va nous servir et on peut aller s'essayer aux choses. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé des bases que je transmets. Au moins, on sait qu'on a une dizaine de recettes de base qui marchent toujours. Et sur ces recettes-là, après, on peut venir créer son propre univers. Je forme les professionnels. D'abord, j'ai un institut de formation, donc ça permet de le faire comme une formation traditionnelle. Et en fait, ce que j'aime beaucoup aujourd'hui, c'est que j'ai créé des mix, moi, sans additifs et sans addictifs, comme je dis, qui sont déjà très équilibrés et qui me permettent d'aller proposer aux boulangers de travailler sur des univers. Donc, il y en a un dont la note de tête va être le pois chiche, l'autre la châtaigne et l'autre le sarrasin. Et donc, on a un panel, déjà aussi tarifaire, parce qu'il faut savoir qu'il y a des farines qui sont bien plus chères que d'autres, notamment la châtaigne. Et de là, on va créer un univers avec eux. Donc, je les forme et en même temps, je les conseille sur ce qu'ils souhaiteraient apporter à leurs clients. Et ça, c'est pas un pain sans gluten, c'est un pain sans blé. Parce que le sans gluten, il faudrait qu'il soit sans traces, etc. dans leur four. Donc ça, c'est pas possible. En revanche, aujourd'hui, il y a quand même une grande clientèle qui a envie de goûter de nouvelles choses, de connaître des nouvelles expériences. Et ça n'empêche absolument pas d'avoir dans son panel de pain un pain délicieux au sarrasin et au riz, par exemple. Mais il faut savoir le travailler. Et là, je forme des boulangers là-dessus. Et ça marche très bien. Les gens sont contents. Pour les personnes malades cœliaques comme moi, l'allergène n'est pas lié à une allergie alimentaire. On a une maladie en fait auto-immune de l'intestin grêle qui fait que quand on en mange, on va être rapidement très très malade, très fatigué, mais on ne fait pas un œdème de Cushing et tout ça. En revanche, on va peut-être avoir pendant 1 mois, 2 mois des douleurs articulaires liées ou des problématiques qui peuvent être beaucoup plus importantes puisque c'est un système immunitaire qui est déséquilibré. Je dis toujours, ne jugez pas, en fait, c'est pas grave. Vous avez des gens qui vont vous demander est-ce que c'est sans gluten, pas sans gluten. Le sans gluten, c'est vraiment de pouvoir justifier la sécurité alimentaire, c'est-à-dire de ne pas avoir de traces du tout et de ne pas avoir contaminé ces produits, ce qui est très dur dans un fournil. Donc le sans gluten dans un fournil, ça n'existe pas, à part si le pain est emballé et protégé et fait ailleurs. Et sinon, c'est sans blé. Et sans blé, il y a plein de gens qui demandent de réduire la quantité de blé ou de blé pas très bon dans le pain. Et là-dessus, il y a du coup une infinité de recettes que l'on peut faire dans un fournil traditionnel qui fait du blé, mais qui va apporter aux gens le confort aussi ou la découverte d'une belle expérience. Et c'est là que vient la gourmandise. C'est-à-dire qu'on peut sublimer et qu'on va sublimer tous ces produits-là. Ici, à La Fenière, quelle histoire vous racontez autour du pain? Le pain, c'est lié à la vie en fait. Donc j'ai essayé de tracer et de revenir dans les filières agricoles, d'essayer de proposer des projets
durables, notamment par exemple le travail avec le lycée agricole. Quand on a 30 élèves dans une classe de BTS, c'est potentiellement 30 familles en fait, d'agriculteurs qui vont retravailler la régénération des sols, qui vont travailler la biodiversité, qui vont avoir en tout cas la connaissance. Et donc ce truc-là a un goût, et c'est le goût que je raconte à ma table, c'est le goût de mon pain, donc c'est le goût de ce travail-là. Et puis derrière, j'adore que les gens vivent une expérience sans dire « Oh, il y a ces deux pains » ou « Qu'est-ce qu'elle fait ?» etc. Non, aujourd'hui, c'est clair, les gens mangent un pain à la farine de châtaigne chez moi, un pain de mie au pois chiche le matin au petit déjeuner, etc., etc. Et ils vivent une expérience en conscience ici. Donc moi, mon rôle, c'est d'amener les gens dans cette conscience et dans ce plaisir, sans clivage et sans couper. Voilà. Est-ce que vous avez un souvenir gustatif absolument merveilleux? Quand je construis un plat, c'est une histoire qui arrive dans ma tête, souvent la nuit, et je la raconte comme un très beau texte que j'écris et qui devient une recette. Et en fait, je me nourris de ça. Donc j'ai créé une aubergine au café que j'adore, en fait, qui est avec une fermentation. Donc je vais cuire l'aubergine dans un bouillon de dashi, un bouillon végétal. Et par-dessus, je vais faire une crème d'aubergine avec du mou de saké fermenté et un peu de miso de pois chiche et du café torréfié. Et je vais venir le napper comme ça. Et par-dessus, j'ai mis du douka, qui est un mélange de noisettes torréfiées, sésame, paprika, cumin et graines de coriandre. Et à côté, on a un abricot au sel que je fais dans mon jardin, puisque je ne sature jamais rien, mais la note de sel arrive pour éveiller tout le reste. Pour moi, ça, c'est ce que j'aurais rêvé, mais je ne le mange pas, je le décris. Donc j'ai plein de mémoires comme ça qui arrivent et c'est les plats que j'essaye de construire ici. Ouais, j'ai beaucoup de chance. Moi, j'ai eu ma grand-mère et ma mère qui ont essayé de me faire plaisir. Bon, malheureusement, elles faisaient toujours des plats que pour moi et pas pour le reste. Donc ça, pour moi, par exemple, ça a révélé mon projet. C'était de faire pour tous. Et disons que ma mère, elle faisait un truc, enfin elle le fait toujours puisqu'elle cuisine quand même, mais pas avec moi. Elle faisait un carpaccio de Saint-Pierre à l'huile d'olive et à la vanille. Et c'est un des trucs qui m'a le plus touchée parce qu'en fait c'était pur, comme ce qu'on peut trouver au Japon, de cette simplicité, de cette pureté et de quelque chose qui vous touche le cœur. Et en même temps, c'était complexe dans l'intensité, dans la subtilité de ce qu'elle amenait. Donc je pense que c'est une des choses les plus jolies que j'ai goûté dans sa cuisine. Je vous remercie beaucoup, Nadia Samut. À vous, merci beaucoup.